Bien, bonjour à tous, merci d'être venus. On va vous présenter un retour d'expérience sur le projet. Merci. Voilà, l'objectif de cet atelier est un retour d'expérience sur le projet Business Center, projet de la société Page Jaune, avec la coopération de Hippon Technologies. Merci à nos sponsors. Alors donc moi je suis Cyril Lebars, je travaille chez Page Jaune au sein de la direction Ad Network et Technologie Internet Annonceur et je suis responsable MOE du projet Business Center depuis son lancement. Bonjour aussi, je vais me présenter, donc je suis Raphaël Despinas et je suis responsable de l'équipe de réalisation sur le projet Business Center au sein de la MOE du projet. Alors, qu'est-ce que Page Jaune Business Center? Page Jaune Business Center, c'est un site internet. Vous pouvez utiliser votre navigateur favori, taper Business Center et vous nous trouverez. Un site internet business to business qui marque un lien entre Page Jaune et les professionnels français. C'est un lien qui s'articule autour de trois grosses fonctionnalités. La transparence de Page Jaune vis-à-vis de ses annonceurs. Donc un annonceur, qu'est-ce que c'est? C'est un client de Page Jaune, quelqu'un qui prend de la publicité sur les supports Page Jaune. Support papier, support internet, mobile. Donc la transparence consiste à fournir les données d'audience, donc le retour sur investissement des produits publicitaires qui ont été pris par les annonceurs. Deuxième grande famille de possibilités offerte par le site Business Center, c'est un self-care. Un self-care pour mettre à jour son site internet, mettre à jour ses cartes de visite, les différents produits publicitaires des annonceurs. Un self-care aussi pour tous les professionnels qui sont dans les pages jaunes, pour renseigner non seulement leurs coordonnées, adresse, numéro de téléphone, les repositionner sur la carte, mais aussi plus de contenu qu'on trouve aujourd'hui sur pagejaune.fr, comme l'engagement éco-responsable. Troisième famille de fonctionnalités du site Business Center, c'est donc apporter des contenus à valeur ajoutée à tous les professionnels pour les aider à améliorer leur communication autour des supports Page Jaune. Alors, le projet Business Center donc, consiste à faire naître et ensuite à faire évoluer ce site internet. C'est un projet d'intégration. Donc, c'est un site internet qui va se reposer sur différentes briques du système d'information de Page Jaune, la brique financière, la brique commerciale, la brique parution, qui va se reposer également, qui va échanger avec les filiales du groupe Page Jaune, comme MAPI, comme Horizon Média, comme Page Jaune Marketing Services, comme embauche.com, et également avec des partenaires externes comme Istat ou Kewego. Donc c'est un site très communicant qui a une particularité en termes de gestion de projet, pour un projet d'intégration. La particularité, c'est qu'il y a beaucoup de dépendance, beaucoup d'adhérence avec d'autres applications. Qui dit adhérence en termes de planning, et dit aussi adhérence en termes d'environnement de recettes, de données, de mise à disposition de services. Et pourtant, on fait du Scrum. Alors, en termes d'organisation projet, sur Business Center, on est en fait sur le projet Business Center, on est constitué de deux équipes. Une équipe métier, donc avec notre product owner, qui est la responsable du portail, au sein de la direction marketing annonceur de Page Jaune, qui a une petite équipe qui à la fois fait de la maintenance, donc un chargé de soutien, un webmaster qui gère les contenus éditoriaux, et une équipe qui fait du projet, donc avec deux experts métiers et un ergonome. En face donc, de cette équipe métier, il y a l'équipe projet à proprement parler, équipe projet qui est divisée en trois sous-équipes. Pour 25% des effectifs, donc on est au total 17 personnes. 17 personnes réparties sur un grand plateau. Et nos métiers ne sont pas très loin, parce qu'en fait, ils sont à l'étage en dessous. C'est assez pratique. Donc 17 personnes, 25% de l'effectif sont des effectifs fonctionnels, 25% de l'effectif
des personnes qui font de l'étude et de l'intégration, et le reste, donc la moitié de l'effectif, c'est l'équipe de réalisation, l'équipe agile, l'usine à produire, l'usine agile. Voilà. Les fonctionnels, les profils fonctionnels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rédiger les user stories, accompagner le métier dans l'expression du besoin, dans le mûrissement. Ils vont bien sûr recéter, définir les tests de non-régression, assurer la coordination transverse sur les recettes transverses avec nos nombreux partenaires. L'équipe d'études d'intégration, donc elle est un petit peu particulière. Elle intervient à la fois en amont et en aval de l'équipe de réalisation purement agile, de manière à libérer les contraintes qu'on a avec tous nos partenaires, les libérer pour pouvoir faire véritablement de l'agile. Donc c'est une équipe qui va faire des études de faisabilité, qui va identifier les nouveaux partenaires avec lesquels on va échanger, qui va rédiger des contrats d'interface, tout ça en amont, qui va s'assurer que les environnements et les données fournies par nos partenaires sont disponibles et sont cohérents de manière à ce que nos fonctionnels puissent faire leurs recettes. Et en aval, ils vont faire la validation technique, notamment les benches du site. Et donc, troisième sous-équipe, l'équipe réalisation, dont Raphaël assure le lead et dont il vous présentera les méthodes par la suite. Un petit passage sur l'historique du projet. Donc, le titre de cet atelier, c'était 3 ans de retour d'expérience sur Page Jaune Business Center. Donc, ça fait un petit peu plus de 3 ans qu'on a lancé le projet Business Center. C'était en novembre 2008. Si on veut représenter l'historique du projet, on pourrait parler de 4 âges ou 4 phases. On a tout d'abord commencé par une phase traditionnelle, avec cadrage, atelier, POC pour identifier les technologies utilisées. Et on avait dès le départ la volonté de faire du développement agile, sauf qu'on n'était pas véritablement formé au développement agile. Donc on a commencé sur une phase traditionnelle, on a fait un pseudo-développement itératif, et puis on s'est dit, c'est trop bête quand même, et on va se faire accompagner. Donc là a commencé le deuxième âge, ce que je peux appeler l'enfance agile, phase pendant laquelle donc, on s'est fait accompagner par une société, et là c'est toute l'équipe projet et aussi toute l'équipe métier. Tout le monde réuni a été formé en même temps, avec les mêmes méthodes, sur cette transition agile. On a commencé par des itérations courtes, et au bout de 3-4 mois, globalement, tout le monde s'était approprié les méthodes, s'était approprié la réflexion, et donc on a mis fin à cette transition agile, et on s'est dit, on est véritablement sur un fonctionnement agile. L'aboutissement de cette phase d'enfance agile, ça a été la mise en ligne du site, la première mise en ligne du site sur Internet en juin 2010. Toujours après l'adolescence, on a la phase logiquement d'adolescence, que j'appellerais une adolescence un petit peu turbulente, en quelque sorte une croissance rapide, parce que fort de ce premier succès de la mise en ligne du site, on a fait un petit peu une course au point de complexité. Il y a une émulation pour produire davantage, et ça s'est fait donc rapidement, un petit peu au détriment des bonnes pratiques qu'on avait identifiées dès le départ. Donc les erreurs de jeunesse, d'où l'adolescence, avec des objectifs forts qui étaient en fait de généraliser le site à l'usage l'été dernier de 3 millions de professionnels qui sont recensés. Et bien sûr, l'adolescence se termine, et on avait contracté une dette technique, dette de test de non-régression, dette d'anomalie également, dette de documentation. Et en rentrant un peu plus dans la maturité, on a décidé d'éponger notre dette l'automne dernier, et pour véritablement rentrer dans la phase adulte, la phase mature, où on avance avec une productivité correcte, sereine, une productivité maîtrisée, et qui ne se fait pas aux dépens des bonnes méthodes. Voilà. Et donc c'est ce fonctionnement actuel que Raphaël va vous présenter. Bonjour.
Donc justement, la transition avec l'historique du projet est parfaite, puisque la présentation que je vais vous faire aujourd'hui sur justement les méthodes employées sur le projet Page Jaune par l'équipe de réalisation, j'ai choisi de présenter les 14 premières semaines de 2012, donc justement sur cette phase de maturité aujourd'hui, où on a quand même un bon retour d'expérience au quotidien. Donc j'ai présenté les derniers sprints de la version. Alors les versions en question, c'est du concret. Donc aujourd'hui, on a fini une version 5.5. On est en cours de développement sur une version 6.0 et on est en train d'attaquer une version 6.1 d'ailleurs depuis hier. Donc le début d'année, c'était la version 5.5. Donc on était sur la fin de sprint, les 2 derniers sprints de cette version. Puis la version 6.0 qui était finalement une version assez courte sur 4 sprints. Et donc depuis lundi, on est sur le premier sprint de la version 6.1. Donc ça, c'était les différents sprints de ce début d'année. Donc ce qu'on peut remarquer par rapport à ce schéma, c'est une partie commune, une partie des tâches qui sont récurrentes de sprint en sprint. Donc c'est des étapes que je vais reprendre au fur et à mesure de la présentation. Je vais faire un rapide tour sur ce slide. Donc le premier, c'est le planning game, donc il a lieu en début d'itération. Donc j'aurai encore une fois l'occasion de le présenter un peu plus tard. Une partie qui est extrêmement importante, c'est donc la partie de l'équipe de réalisation, c'est justement la réalisation de ce sprint. Comment on fait pour réaliser ce sprint, qu'est-ce qu'on y met, quels sont justement nos objectifs à nous, équipe de réalisation. Une partie, donc là pour le coup assez intéressante, c'est-à-dire que pendant par exemple le sprint 6 de la version 5.5, on était justement sur des estimations macro de la version qui va suivre. Et derrière, on a d'autres phases qui sont répétitives, donc la phase d'études qui est donc gérée par l'équipe d'études et en complément de l'équipe de réalisation. Les benches de la version précédente, donc là c'est les benches du sprint 5 pendant le sprint 6 et la recette du sprint 5 pendant le sprint 6. Je ne vais pas dérouler l'intégralité du planning parce que de toute façon je vais y revenir à plusieurs moments. Mais les autres parties qui sont intéressantes sur ce diagramme sont l'estimation micro. Donc en parallèle des estimations micro, c'est des estimations qui sont faites à plus brève échéance de la user story qui va être embarquée sur une itération. La correction des anomalies sur une version, en fait, c'est une phase différente de ce qu'on appelle les recettes de sprint. Donc c'est des phases plus complètes de recettes sur l'intégralité du périmètre d'une release. Puis les benches de la version aussi sont des benches qui vont être en mesure de déterminer si l'application est capable de partir en production ou pas, donc suite à justement une fin de release de développement. Et enfin la correction d'anomalies, j'ai un peu raté le coche là-dessus, la correction d'anomalies qui est de la responsabilité de l'équipe de réalisation et qui va justement prendre un certain nombre qui va prendre du temps sur le premier sprint d'une release pour éliminer la dette d'anomalie. Donc, je vais reprendre maintenant les différentes phases. Donc le planning game, qu'est-ce que c'est ? Je pense que là, pour le coup, beaucoup de gens connaissent ici. Le planning game, ça démarre par une démonstration du sprint précédent chez nous. Donc c'est une réunion qui se passe tous les lundis matins. Le point important, c'est que l'intégralité de l'équipe projet est présente sur cette réunion. Donc, comme on a pu le constater, ça fait 24 personnes en tout. Donc, le métier est présent, la MOA est présente et toute la partie MOA est présente à cette phase. Donc, c'est une réunion de 3 heures qui démarre par une démonstration de l'équipe de réalisation sur les US qui ont été développés le sprint précédent. Cette phase de démonstration est validée par la MOA. C'est-à-dire que US par US, elle va accepter ou refuser la user story en fonction de critères bien déterminés qui sont l'intégralité du développement du périmètre de la user story, plus, c'est là où c'est particulier peut-être par rapport à des standards Scrum, plus l'intégralité des développements des tests unitaires, plus l'intégralité des développements des tests de non-régression. Tests de non-régression qui sont écrits par la MOA en amont et lors des présentations des US. Donc à partir du moment où la MOA valide les US, on a les points qui étaient impartis à la user story. On fait comme ça cette revue de démo. La deuxième étape, c'est donc une présentation par la MOA des nouvelles user stories. Alors autant sur la phase de démonstration, la MOA avait un poids vis-à-vis de la MOA, c'est-à-dire qu'elle avait la capacité d'accepter ou de refuser les US. Autant sur cette phase de présentation de MOA, c'est l'inverse.
C'est la MOA qui a son mot à dire, et l'US doit être dans nos critères complète, c'est-à-dire qu'elle doit être compréhensible, elle doit être tous les livrables nécessaires à son développement doivent être présents, et comme je l'ai dit, l'ensemble des TNR qui vont composer cette user story doivent être écrits. Et en cas de non-conformité à ces critères, on est en mesure, nous, MOE, alors de refuser, c'est bien sûr, c'est un bien grand mot, c'est pas un jeu par rapport à ça, mais à partir du moment où on estime que l'US n'est pas prête, on n'est pas forcément, on va pas accepter forcément de la prendre, pour la simple et bonne raison qu'on part du principe qu'on est dans un engagement. Donc à partir du moment où on accepte la user story, à partir du moment où elle nous semble cohérente, on va la chiffrer. Et on va la chiffrer justement dans ce planning game. On va lui donner une note, et à partir de cette note, et à partir de l'ensemble des user stories qui nous sont présentées par la MOA, on va construire une stack de user stories sur laquelle toute l'équipe de réalisation va s'engager. Et s'engager, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les réaliser pendant le sprint qui va suivre. Donc c'est là où c'est très important. C'est pour ça que celles qu'on ne veut pas, on n'est pas en mesure, on peut les refuser. Après cette phase de présentation par la MOA, il y a donc cette phase d'engagement MOA. Donc c'est une phase assez courte où on liste les user stories qu'on embarque. Et la phase de planning game. La phase de planning game se termine par occasionnellement des rétros où justement toutes les personnes présentes à la réunion sont en mesure de poser des questions, de proposer des choses. Voilà, une phase de rétro. Donc étape suivante, l'engagement MOA. Donc ça c'est une étape qui n'est pas spécifique à un moment donné du projet puisque c'est exactement, c'est toute l'intégration du sprint qui correspond à l'engagement MOA. Donc qu'est-ce que c'est l'engagement MOA? À quoi on s'engage nous lors de cette phase de planning game derrière? Donc l'équipe de réalisation s'engage à développer les user stories qu'elle a embarquées dans son planning game. Et là encore une fois, développer les user stories, ça veut dire le développement, donc l'intégralité du périmètre fonctionnel, plus les tests unitaires, plus les TNR. Sinon, c'est pas terminé. Sinon, on peut être en mesure de présenter en démo, mais sinon, ça veut dire que de toute façon, elle sera refusée et on aura terminé et elle ne sera pas acceptée. Le deuxième engagement de la part de l'équipe de réalisation, c'est la maintenance, parce que c'est bien beau d'avoir réalisé les TU et TNR sur une user story. Il s'avère que la user story d'après, elle est tout à fait capable de modifier ces TU et TNR. Il peut y avoir des évolutions. Donc par rapport à ça, on s'engage aussi à les maintenir. Donc c'est une charge malgré tout assez importante au niveau du projet, parce qu'aujourd'hui sur Business Center, on en a 406 des TNR par exemple, donc c'est quand même assez important. Ils sont tous faits en Selenium et les scénarios sont parfois assez compliqués. Le troisième point de l'engagement MOA, c'est la livraison. Donc il y a différents types de livraison au cours d'un sprint. La première, c'est la native build, c'est la partie intégration continue. Donc il y a une plateforme d'intégration continue d'ailleurs qui est capable de déployer à la fois la version branch et la version trunk pour être capable de travailler sur une version qui est en prod et une version en cours de développement. Donc ça, c'est tous les soirs. Donc cette native build est capable à la fois de builder le projet et de jouer les TU et de jouer les TNR. Et même de jouer la reconstruction de certains bouchons pour les TNR, justement. C'est aussi assez coûteux la maintenance des bouchons. La deuxième livraison qui est récursive sur ces phases-là, c'est la livraison en démo justement pour les réunions du lundi. Donc les préparations, ça se passe le vendredi soir, veille de week-end, plutôt en début d'après-midi pour éviter de finir un peu difficilement le vendredi soir. On essaie de la démarrer le plus tôt possible. Et là, il y a par exemple une grosse responsabilité dans l'équipe de réalisation, parce que chaque personne est responsable d'une partie du développement de ses US et donc de la préparation de sa propre démo qu'il va présenter le lundi d'après. Une grosse responsabilité de l'équipe par rapport à ça. La troisième livraison qui est faite toujours sur un sprint, toujours le vendredi, on a des process automatisés pour livrer sur différentes plateformes, c'est la livraison en recette. Donc c'est pareil, c'est très important parce que la recette, je vais le voir sur le dernier point de ce slide, la recette peut se faire au fil de l'eau, donc on est en capacité de livrer très très régulièrement en recette. Donc justement la partie sprint, on part pas en prod à la fin d'un sprint nous, mais en tout cas on est capable de livrer quelque chose. Ça c'est certain. Et donc notre équipe MOA est tout à fait en mesure de recetter très très rapidement les développements qui viennent d'être faits.
Et enfin, la dernière livraison qui est importante aussi, c'est la livraison sur les plateformes de bench. Donc c'est une plateforme qui est identique à la plateforme de production. Et ça, c'est justement une plateforme sur laquelle va intervenir l'équipe d'études et intégration, qui est l'autre pendant de l'équipe de réalisation sur la partie MOE. Et donc cette équipe va être capable très rapidement de tester l'application, de tester les nouveaux développements et de faire remonter très rapidement des alertes en cas justement de perte de performance sur l'application qui peuvent être détectées assez rapidement. Donc maintenant les phases d'estimation. Alors deux phases importantes d'estimation, les estimations macro et micro. Alors en ce qui concerne les estimations macro, par rapport à ce que je vous ai présenté sur le slide d'avant, je les ai présentées grosso modo un mois avant le début de la release. C'est tout à fait envisageable de les démarrer beaucoup plus tôt que ça. Il s'avère qu'aujourd'hui on a des phases d'estimation macro pour la version d'octobre, une version prochaine bien après la version, ça sera la version 6.2. On est déjà sur des phases d'estimation macro avec les équipes métiers et avec les équipes MOA. Alors ça se passe comment ces estimations macro? Grosso modo, le métier va venir nous voir avec une EB, tout simplement. Il n'y a pas d'US encore à ce moment-là. C'est plutôt une expression de besoin. Et en fait, ce qu'il faut savoir par rapport au projet Business Center, c'est qu'en termes de planning et en termes de génération des releases, c'est pas l'intégration, enfin l'ensemble des user stories qui font la date de MEP, c'est le contraire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les dates de MEP sont déjà connues. Toutes les dates de MEP de 2012 sont déjà connues. En tout cas, les dates de MEP de nouvelles versions, pas forcément les dates de MEP de patch. Mais les dates de MEP sont toutes connues aujourd'hui. Donc on en a une en juin, on en a une en octobre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, à partir de la vélocité des équipes et du nombre de personnes sur les équipes, on connaît grosso modo le nombre de points qu'on est capable de faire sur une version. Et donc, comment ça se passe ces estimations macro? Le métier vient nous voir avec une EB, on la chiffre, macro, voilà, c'est pas forcément ce qui va se passer derrière. Elle sera très certainement revue, cette EB, elle sera très certainement complétée. On n'est pas forcément systématiquement en mesure de voir tous les tenants et les aboutissants d'une EB qui vient d'être présentée. Donc c'est vraiment du macro. Et en fait, à quoi ça sert? Ça sert justement à savoir ce que le métier va pouvoir faire rentrer dans sa version, pour prioriser. On va dire, ça c'est une US assez importante, ça c'est une US plutôt mineure. Je peux les faire rentrer. Il y a des choses que je vais devoir décaler la version d'après. Ça nous permet d'avoir justement cette vision-là et d'être capable de savoir grosso modo ce qu'on va embarquer dans la prochaine version. La deuxième phase d'estimation, c'est les estimations micro. Alors, non, ce qu'il faut savoir aussi sur les estimations macro malgré tout, c'est qu'on est capable de les faire plusieurs fois de suite. C'est pas parce que sur le diagramme précédent, je les ai présentés qu'une fois, qu'on les fait qu'une seule fois. Il y a une récursivité aussi là-dessus. On peut rechiffrer des estimations macro plusieurs fois de suite. Pour les estimations micro, c'est exactement le même principe que pour les macros. La différence, c'est que cette fois-ci, on a une personne de la MOA qui vient en complément et qui justement a commencé à écrire une US. Donc là, pour le coup, on commence à avoir une vision beaucoup plus claire du besoin, beaucoup plus claire de ce qui va être demandé. Et là, on est capable d'affiner justement cette estimation macro et de refournir un chiffre plus proche de la future réalité, même si la décision finale se fait en planning game et la décision finale se prend. C'est l'ensemble de l'équipe de réalisation qui fait son chiffrage et en aucun cas l'estimation micro ou macro ne correspond à la bonne valeur de l'US. Un point maintenant sur les études, donc c'est quand même la partie complémentaire de l'équipe de réalisation, c'est des phases qui se passent en amont des phases de réalisation, des sprints de réalisation. Alors évidemment, les études sont en phase avec les expressions de besoins et les US. Donc, en quoi ça consiste les études sur le projet? Alors je pense que, donc Cyril l'a dit, c'est un projet d'intégration, c'est quand même un aspect extrêmement important sur le projet, d'où justement ce pôle études sur la MOA. Et ben, tout simplement, les études sont là pour faire des études de faisabilité, parce qu'en effet, il peut y avoir des besoins particulièrement compliqués. Et il s'avère qu'on est en contact avec un certain nombre de partenaires et avec tout le SI de Page Jaune, et il s'avère que certaines fonctionnalités ne sont pas forcément réalisables, ou en tout cas si elles le sont, elles peuvent être développées par nos partenaires. Mais après, il y a une question de planning, il y a une question de livrable, il y a une question
voilà, de délai face à certaines fonctionnalités, voire certaines impossibilités parfois. Donc la faisabilité. Le deuxième point, ça concerne les contrats d'interface. Donc les contrats d'interface sont réalisés par les études. Ce sont des documentations qui sont validées par la partie business, enfin la partie du projet Business Center et la partie partenaire de Business Center. Donc à partir du moment où on est d'accord sur justement ces contrats d'interface, le rôle de l'équipe d'études, c'est d'en faire le suivi. Donc le suivi, ça veut dire que parfois on a besoin justement de livrables et l'équipe d'études va valider que par exemple le web service correspond bien à ce qui était demandé, le fichier en entrée dont on avait besoin correspond bien, les droits, les plateformes, les environnements, tout est vérifié pour que justement quand on va embarquer la user story sur une itération, nous, équipe de réalisation, on puisse bien la valider en planning game. Ça, ce sont des éléments qu'on va vérifier. Justement, disponibilité des livrables, validation des contrats d'interface, sinon on ne prendra pas parce que ça sera, à un moment donné, ça sera problématique. Ça sera peut-être faisable avec de la bonne volonté, mais à un moment donné, ça sera quand même très difficile. Et donc le dernier point dont les études s'occupent, c'est la coordination avec les partenaires. Donc là encore, c'est une phase importante parce qu'il s'avère que parfois on peut avoir des indisponibilités, des problèmes, des bugs, des livraisons de partenaires qui ont été faites et du coup des régressions qui sont opérées, qu'on peut constater nous en réalisation parce qu'on est en train de développer des choses et parce qu'on travaille sur les environnements donc des environnements de développement, les environnements de recettes, et on est capable de remonter ça. Par contre, on les remonte aux études et c'est les études qui font remonter ça à nos partenaires. Ils ont cette charge de faire ce suivi partenaire. La phase de bench, donc c'est une phase qui se situe après la phase de réalisation. Donc comme je l'ai dit, au niveau des livrables, on livre très rapidement pour que justement ces phases de bench soient possibles. Les phases de bench, c'est quoi ? L'équipe d'études, encore une fois, c'est elle qui s'en occupe. Elle a la charge de réaliser tous les scénarios scénarios utilisateurs sur la plateforme et elle va faire des tests de performance en fait avec du JMeter. Et elle va être en mesure de parcourir l'application en injectant progressivement des utilisateurs, puis en les faisant se déconnecter pendant un certain nombre d'heures. Ça peut être un test de 1 heure, ça peut être un test de longue durée. Et en fait, les utilisateurs auront des parcours sur le Business Center, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de produits et les utilisateurs n'ont pas forcément tous les mêmes produits. Donc parfois, les scénarios sont aberrants. On peut pas faire en sorte qu'un utilisateur aille vérifier qu'il a un certain nombre de produits à partir du moment où il n'en a tout simplement pas. Donc il y a un gros travail de l'équipe d'études pour faire des scénarios cohérents, pour ne pas avoir des retours, avoir des erreurs tout simplement parce que le client n'avait pas le bon produit. Donc c'est une grosse charge. L'outillage, c'est de la même manière, il y a un besoin justement pour cette équipe d'études de détecter des profils sur certains environnements qui sont en capacité d'avoir certains produits, puis d'autres, voire tout simplement de ne pas en avoir. C'est très important. Et donc le dernier gros travail de ces phases de bench, c'est les performances. Donc là, c'est très important. Donc ils font de l'analyse mémoire, de l'analyse CPU, de l'analyse de logs, des remontées à l'équipe de réalisation justement face à ces logs, des remontées sur des pertes d'efficacité sur des temps de chargement de certaines pages. Précédemment, on avait des pages qui se chargeaient en moins de 2 secondes. Aujourd'hui, on est passé un peu plus. Il y a eu il y a un problème. Voilà, ce genre de remontées sont assez importantes parce que nous, justement, on a une amélioration continue sur nos développements. Et la plateforme, les tests de performance sont maintenus au cours des itérations. Et surtout, on les détecte très rapidement. Dernier point qui concerne les recettes. Donc c'est une phase extrêmement importante parce que tout ce processus, en fait, il y a énormément il y a un certain nombre de contraintes qu'on a mis en place sur le projet en utilisant la méthode Scrum. Il s'avère qu'au niveau des recettes, je pense qu'on a gagné énormément de choses. Autant au niveau des benches, on a gagné énormément de choses parce qu'on a une plateforme qui est très régulièrement avec de bonnes performances. Autant au niveau des recettes aussi, c'est extrêmement important. Parce que la recette se fait justement au fil de l'eau. Donc la MOA va tester le périmètre du livrable de l'itération précédente. Donc ce sont des recettes assez peu contraignantes, avec des remontées d'anomalies comme toujours, mais des remontées d'anomalies, je dirais, acceptables, en tout cas qu'on peut absorber sur un sprint, nous, équipe de réalisation.
Donc ces phases sont peu coûteuses la plupart du temps. C'est pas, pour nous, c'est pas énorme, mais peut-être 5 ou 6 bugs, c'est pas énorme. Et derrière, une grosse phase qui correspond en fait. Donc là, je vais reprendre le schéma qui correspond en fait au sprint 1. C'est assez important parce que le sprint 1 est parfois un peu chargé parce que nous, on a des phases de correction et en temps réel. Donc au niveau de la partie de la phase de recette, en fait, les sprints se passent en 2 semaines. La recette de la MOA va se faire sur la première semaine de notre itération. C'est là où ils ont la capacité de créer, de remonter des anomalies et de créer dans le bug tracker des anneaux. Nous, on va les traiter en temps réel quasiment, mais on ne va pas forcément être aussi rapide qu'eux. Remonter une anomalie et la corriger, ça ne prend pas le même temps. Donc ça, c'est sur la première semaine de l'itération. Et en fait, sur la deuxième semaine, la partie MOA arrête de recéter à partir du vendredi soir. Nous, il nous reste 3 jours pour déstacker ces anomalies. Jusqu'au mercredi. Mercredi, on fait une nouvelle livraison en recette pour que la MOA ait encore le jeudi-vendredi pour finaliser leur correction. Donc, vous voyez, c'est des phases de correction assez courtes, finalement très peu contraignantes. Et si je termine avec la partie donc sprint 2 de la version 6, livraison en production. En fait, la livraison en production se passe la deuxième semaine de l'itération. Ce qui, au cas où ce que je viens de vous expliquer sur l'itération 1 de la release n'est pas aussi parfait que souhaité, en fait, il nous reste encore un certain nombre de jours pour terminer finalement les 2 ou 3 anomalies encore critiques, bloquantes, majeures qui peuvent nous rester sur les bras à la fin de cette phase de recette. Voilà. Et donc une dernière phase de synthèse, pardon, je vais relaisser la parole à Cyril Lebars qui va conclure sur ce Rex. Merci. Merci. Donc une petite synthèse rapide, doucement. Au bout de 3 ans de projet sur Business Center, on a mis en place un cercle vertueux d'amélioration qui passe par le partage de la méthode Agile avec l'équipe projet fonctionnelle, technique réunie et métier très impliqués. Chacun respecte l'autre, chacun a mis en place des entrants, des sortants. Et par ce partage de la méthode, et par un processus d'amélioration continue, on va régulièrement améliorer notre efficacité dans la sérénité des équipes et pour la satisfaction de tous, satisfaction du client, satisfaction des équipes qui interviennent sur le projet. Voilà, c'est notre petite synthèse rapide. Merci. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il reste du temps. Je sais pas si on voilà. pour une question. Quelqu'un a-t-il une question? Oui. Bonjour. Qu'est-ce qui a le plus évolué au fil des 3 ans dans votre dispositif, soit le dispositif ou au niveau des pratiques, puisqu'on voit que vous avez atteint une certaine maturité aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui a le plus évolué? En fait, ce qui a évolué, c'est véritablement notre prédictivité, la capacité de prédire comment vont se passer les choses, de bien gérer les incidents, l'autonomie des équipes qui a largement augmenté grâce à la méthodologie agile au fur et à mesure des années, la confiance des métiers. Et aussi, c'est des informations, voilà, c'est un projet qui marche bien, un projet stratégique pour Page Jaune, qui est reconnu comme un projet qui réussit, et donc petit à petit, on a diffusé cette reconnaissance au sein du groupe. Merci. Pas d'autres ? Merci. Merci.